Bonjour à tous, nous voici donc pour la deuxième partie de cette conférence cours sur Athènes à l'époque classique, hein. On est donc dans le premier chapitre du programme d'histoire de seconde, à savoir les empreintes grecques et romaines en Méditerranée, avec un focus plus particulier sur la démocratie athénienne. Donc on avait fait une première introduction sur le monde grec, sur les origines d'Athènes, ainsi que sur les guerres médiques. Donc on s'était arrêté, hein, la victoire des Grecs à l'issue des deux guerres médiques, hein, donc avec quelques batailles illustres, hein, comme la bataille de Marathon, donc en 490 avant notre ère, qui a vu la victoire des Athéniens, et 10 ans plus tard, la tentative, on va dire, de revanche des Perses, hein, sauf qu'ils sont battus à Salamine, donc bataille navale au large de l'Attique, et ensuite sur terre, ils sont battus donc par une coalition des Grecs à Platée. Donc on avait évoqué les fameux hoplites ainsi que les trières. Donc là, je reviens à travers des documents d'époque. Donc il s'agit de décoration de poterie, ce qu'on appelle des céramiques, sachant qu'en fait, céramique au départ, c'est un quartier d'Athènes. Donc c'était le quartier des artisans. Et donc le nom du quartier a donné cette poterie, hein, qu'on appelle la figure noire, hein, parce qu'il joue beaucoup sur les contrastes de couleurs entre la couleur ocre et le noir. Donc on voit ici donc des hoplites, donc hoplon, ça signifie les armes, mais parfois c'est mal traduit, on traduit en bouclier, ça c'est une erreur assez récurrente. Hoplon, c'est l'ensemble des armes, ce qui a donné d'ailleurs le mot panoplie. Une panoplie, c'est un ensemble d'objets. Bon, alors les armes principales de l'hoplite, hein, sont donc l'armure de torse donc en bronze, des jambières en bronze également, le bouclier rond et une lance, ainsi qu'une épée pour le combat au corps à corps, donc une épée à simple tranchant. Ils ont également un casque avec un cimier, donc souvent en poils d'animaux, hein, pour dévier les coups, mais aussi paraître plus grand aux yeux des adversaires. Donc c'est un fantassin lourd, mais il garde une certaine mobilité, parce qu'on voit bien, hein, les jambes sont libres, hein, à voir que ça pèse entre 30 et 40 kilos, donc imaginez l'entraînement et la force physique nécessaire. Et ils avancent au son des flûtes, hein, parce que évidemment dans le feu de l'action, surtout avec un casque, c'est compliqué d'entendre les ordres. Donc ils sont organisés en phalanges, c'est-à-dire qu'en fait ils sont en rang très serré, donc les phalanges comme les os de la main, hein, l'idée de- d'éléments qui sont serrés, et où en fait chaque hoplite tient donc son bouclier de la main gauche, donc la lance de la main droite, et en fait chaque hoplite protège son voisin. Donc il y a l'idée quand même d'une cohésion entre les citoyens. Donc cette arme va dominer le champ de bataille pendant plusieurs siècles, hein, avant d'être supplantée par la phalange macédonienne, avec des très longues piques de 5 mètres. Donc voilà, les Grecs étaient plutôt des fantassins, c'était pas trop des cavaliers. Alors à voir aussi qu'il y avait une autre arme décisive des Grecs, c'est la trière. Donc là aussi, c'est une illustration sur un vase. Donc la trière, qui est un bateau à 3 rangs. Alors je vais vous montrer des illustrations plus modernes, parce que sinon c'est pas forcément très très clair. Donc pour les hoplites, bon, bah, on a vu, hein, je vais parler de la phalange, hein, voilà, où chacun protège son voisin, et on avance en rang très serré, donc ils sont presque, on pourrait dire, invincibles de front, hein, tant que la cohésion est bien maintenue. Donc évidemment, ils sont un petit peu plus fragiles sur les flancs ou les arrières. Donc là, on les voit à la bataille de Marathon. Et donc là, je voulais surtout insister sur les trières. Donc c'est des bateaux à rames, à 3 rangs. Alors en haute mer, ils ont des voiles, hein. Là, le mât a été replié ou alors enlevé. Bon, à voir si c'est vraiment euh, comment dire le cas, mais bon, en tout cas, en haute mer, ils avancent à voile, mais au combat, ils avancent à la rame. Alors, il faut imaginer qu'il y a à peu près 170 rameurs, et les rameurs sont des citoyens. Alors certes pauvres, hein, mais c'est pas des esclaves, hein, c'est pas des galériens, ils sont pas fouettés. Donc ils sont entraînés, il y a aussi une forme de cohésion. Bon, même si on imagine les conditions très difficiles, hein, des rameurs. Donc l'arme principale, on va dire, de la trière,
c'est l'éperon, en fait, hein, ils avancent à grande vitesse et le but, en fait, bah, c'est d'éperonner, d'enfoncer le bateau adverse. Donc il faut imaginer qu'à Salamine, il y a près de 300 trières. Donc les Athéniens ont monté une flotte considérable face à une flotte perse de 1000 bateaux. Donc ils se battent à 1 contre 3. Bon. Donc les trières, c'est un peu l'équivalent en termes de technologie, hein, toute proportion gardée, mais les avions de chasse de maintenant, hein, en termes d'investissement, de technologie, c'était vraiment une arme de très haute technologie. Donc voilà pour les trières. Ensuite, bon, on aura des bateaux à plus de rang, 4, 5, etc., du temps des Romains. Les Romains appelaient ça des trirèmes, hein. Trière, trirème, c'est la même chose. Alors, pour la suite, donc on va revenir rapidement sur la figure de Périclès. Alors, je vais faire relativement court parce que je ferai un petit bilan au final sur les grands personnages de l'Athènes classique. Sachant que, voilà, qu'à partir de 450, donc la cité a tiré énormément de prestige de ses victoires contre les Perses, et un grand personnage donc, va émerger, il s'appelle Périclès, et donc il va être élu 30 fois stratège, donc on verra ensuite ce que c'est un stratège, mais enfin imaginez que voilà, il est 30 années de suite, il est élu gouverneur de la cité, et c'est lui qui va renforcer le prestige d'Athènes, à tel point qu'on parle du siècle de Périclès, il a laissé son nom à son époque, à son temps, donc au 5e siècle, et c'est lui qui a fait construire le fameux temple du Parthénon qu'on a vu préalablement. Donc il va introduire des réformes favorables à la vie démocratique, hein, notamment une indemnité pour inciter les citoyens pauvres à participer aux assemblées. Et c'est la grande époque, hein, des orateurs attiques, hein, donc des grands personnages très éloquents, hein, la maîtrise de l'art oratoire. Et certains, on peut les appeler ou les qualifier de démagogues, hein. Un démagogue, c'est quelqu'un qui flatte par des promesses la foule, hein, qui, on va dire, brosse le peuple dans le sens du poil. Donc ça, c'est aussi un terme qu'on retrouve beaucoup dans les démocraties modernes. C'est un petit peu la face sombre, hein, de la démocratie, bah, c'est la démagogie. C'est le fait de flatter la foule, flatter les bas instincts du peuple, voire de mentir, de faire des fausses promesses. Donc voilà, c'est un terme aussi qu'on retrouve beaucoup dans la vie politique actuelle. Alors, on reviendra sur Périclès à d'autres moments. Alors là, on va s'intéresser maintenant au deuxième grand thème, hein. On avait vu en séance 1, voilà, comment est née la démocratie. Là, on va s'intéresser à comment est organisée la démocratie ainsi que la société athénienne. Alors, je vais essayer de faire relativement bref là-dessus, mais d'abord, on va s'intéresser aux droits et devoirs du citoyen. Alors déjà, pour être clair, au 5e siècle, donc l'âge d'or d'Athènes, hein, pour notre ère, il y a à peu près 300 000 habitants, donc ce qui est considérable pour l'époque, hein, c'est une des villes les plus peuplées, évidemment, du monde, hein, on pourrait dire, hein. Et les citoyens, bah, ils sont à peu près entre 10 et 15%, selon les périodes. 40 000 citoyens. Donc, vous voyez, ils sont minoritaires. Alors, pour être citoyen, déjà, il faut être un homme, voilà, il ne faut pas être une femme. Donc, il n'y a pas de femme citoyenne, donc déjà, ça exclut, on va dire, la moitié de la population. Donc il faut être un homme libre, donc il ne faut pas être un esclave, de plus de 20 ans, né de parents citoyens. Donc déjà, il y a une restriction, il faut que les deux parents soient citoyens. Il faut aussi avoir accompli un service militaire, donc de 18 à 20 ans, ce qu'on appelle l'éphébie. Alors un éphèbe à l'époque, c'était on dirait un apprenti, enfin en tout cas quelqu'un qui faisait son service militaire. Maintenant, un éphèbe, ça a changé de sens, c'est un beau jeune homme. Parce que les Grecs avaient le culte du corps, masculin notamment. Alors, la plupart des citoyens sont des propriétaires terriens, et donc ils font travailler de nombreux esclaves. Ensuite, on a aussi, bien sûr, hein, des citoyens pauvres, hein, qui travaillent la terre ou qui sont artisans, mais la plupart des citoyens sont propriétaires de leur terre. Alors, le citoyen, ce qu'on voit dans le document en haut à gauche, reçoit son éducation, donc civique, sportive, musicale, dans ce qu'on appelle le gymnase. Alors, bien sûr, maintenant, le gymnase, c'est une salle de sport, mais à l'époque, le gymnase, c'était un peu l'équivalent, on dirait, du collège et du lycée. Donc là, on voit des jeunes hommes qui apprennent les instruments de musique, là, une flûte à deux becs, ce qu'on appelle l'olos. Ils jouent de la sitar également. On voit, ils apprennent à écrire sur des tablettes en argile, avec un stylet, et sous le regard du maître, hein, avec son bâton, peut-être qu'il tapait sur les doigts des élèves. Donc c'était un enseignement très très complet, hein, le corps et l'esprit.
Alors, à voir que le premier devoir, on va dire, du citoyen, on l'a vu à travers les guerres médiques, c'est de défendre la cité. Donc il est mobilisable dans l'armée de 20 à 49 ans. Et en fait, l'équipement est à la charge du citoyen. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la contribution militaire, elle est proportionnelle au revenu. En clair, les citoyens pauvres sont rameurs ou fantassins légers, comme les frondeurs par exemple. Les citoyens aisés sont hoplites, donc on dirait la classe moyenne, hein, ont quand même les moyens de payer une armure. Ils doivent aussi financer voilà, des esclaves, des valets, parce qu'évidemment, il faut à la guerre, il faut des gens qui portent l'équipement, qui s'occupent des armes, etc. Donc ils sont souvent des valets d'armes ou des esclaves qui les accompagnent. Et les citoyens riches sont cavaliers ou financent les navires, les trières, hein. Il y a une espèce d'impôt pour les plus riches, ils doivent payer les bateaux, les trières. Alors, autre devoir, c'est bien sûr les devoirs civiques sur lesquels on va insister plus tard et religieux. Donc, c'est une société très, très pieuse, hein, l'athéisme, pour ainsi dire, n'existe pas, et le citoyen se doit d'honorer les dieux hein, de la cité, notamment bien sûr Athéna, entre autres, et les fêtes les plus religieuses sont les fêtes des Panathénées. Donc, je vous montre le document suivant. Donc, les fêtes de Panathénées, donc en l'honneur d'Athènes, qui ont lieu en fait tous les ans, et tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle les grandes Panathénées, donc des fêtes un peu plus fastueuses. Donc on imagine un grand défilé en l'honneur des dieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les habitants y participent. Donc les femmes, les esclaves, les étrangers. Donc tous les habitants de la cité sont conviés à cette fête. Donc là, on voit, donc c'est des frises de plusieurs mètres de haut, hein. En fait, elles faisaient le tour du Parthénon, donc elles sont maintenant dans le musée d'Athènes. Donc là, on voit des porteurs d'offrandes. Alors on imagine, là, vous voyez, ils apportent au temple des moutons, ils apportent de l'olive, des jarres avec peut-être du vin, hein, sous le son des flûtistes. Là, on a la frise des dieux, avec Zeus, Apollon et Héra, et également la frise des cavaliers, hein. C'était les premiers à marcher dans le défilé, hein, j'avais dit, hein. C'était plutôt les citoyens aisés, l'aristocratie, qui étaient dans la cavalerie. Alors, à voir quand même que le crime d'impiété peut être sévèrement puni si on- on se moque des dieux, si on blasphème. C'était le prétexte pour faire exécuter le philosophe Socrate. On en reparlera, mais il a été vu comme quelqu'un qui, euh, on va dire, éloignait la jeunesse de la bonne morale, et il sera condamné à mort avec le prétexte d'être quelqu'un d'impie. Alors pour les devoirs civiques, on verra ça plus particulièrement quand on parlera de l'organisation euh, de la cité en termes politiques. Alors, je reviens maintenant hein, aux exclus de la citoyenneté. Donc il y a toute une foule, hein, on va dire les 2 tiers de la population, qui ne sont pas citoyens. Alors il y a bien sûr les femmes qui ont un statut de mineur et qui sont en fait forcément sous l'autorité d'un tuteur. Donc c'est le mari, le père, le frère, donc il y a un homme en fait qui régit un peu sa vie. Les femmes ne peuvent pas être propriétaires, il y a toujours un tuteur en fait qui doit les chapeauter. Donc c'est une société, on pourrait dire, très, très patriarcale. Alors les femmes de citoyens peuvent travailler, c'est pas interdit de travailler, mais évidemment les familles aisées, les femmes des familles aisées ne travaillent pas, et la plupart des femmes de citoyens restent au foyer, dans une pièce spéciale, interdite aux hommes ou aux étrangers en tout cas aux hommes étrangers de la famille, ce qu'on appelle le gynécée. Donc on voit là des femmes hein, qui font des travaux domestiques, qui soignent ou élèvent leurs enfants. Donc le gynécée, c'est une pièce un peu particulière, c'est une espèce de maison dans la maison qui était réservée aux femmes. Alors, les femmes peuvent participer aux cérémonies religieuses. Déjà, bon, il y a tout un panthéon de divinités féminines. Il y a des femmes prêtresses, certaines qui ont un rôle, une grande influence, mais elles ne peuvent pas participer aux représentations théâtrales. Parce qu'on considérait que si les femmes et les hommes étaient mélangés dans le public, euh, on ne suivait plus tellement la pièce, hein, que les hommes allaient mal se comporter, surtout qu'on imagine qu'ils buvaient beaucoup de vin. Donc voilà, pour garder une bonne morale, on évitait que les femmes et les hommes soient mélangés hein, dans les gradins quand ils regardaient le théâtre. Alors, autre exclu de la citoyenneté, c'est ce qu'on appelle les métèques. Alors maintenant, le sens a évolué, hein, mais donc, chez les Grecs, un métèque, en fait, c'est un étranger, donc c'est un grec, mais qui n'est pas athénien, qui est installé durablement dans la cité. Il bénéficie de certains droits en échange du paiement d'une taxe. Alors ils doivent quand même avoir des devoirs militaires et financiers, hein. Ils payent les impôts, ils vont à la guerre, et ils sont la plupart du temps artisans ou marchands. Là, on voit un poissonnier hein,
qui découpe du thon. Donc certains métèques sont très riches, certains obtiennent la citoyenneté. Il y a eu des moments comme ça au début de la démocratie où certains métèques ont eu la citoyenneté athénienne. Là maintenant, le mot métèque a un sens péjoratif, voire même raciste. Bon, ça dépend comment on l'emploie, mais voilà, c'est un mot maintenant pour désigner un étranger, mais de manière souvent péjorative. Alors, autre exclu, bah, par définition, c'est bien sûr les esclaves. Alors, on pourrait en parler longtemps, parce que l'esclavagisme, bah, c'est la base de l'économie dans l'Antiquité, hein, quelles que soient les sociétés de l'époque. Et il faut voir que les esclaves représentent le tiers des habitants. Alors, ça paraît tout à fait normal hein, pour les Grecs, même les Romains, parce qu'en fait, souvent, les esclaves, en fait, sont des prisonniers de guerre. Donc, on considère ils ont perdu la guerre, ils ont été défaits au combat, donc c'est normal qu'ils soient asservis. Aristote, hein, le célèbre philosophe, dit même l'esclave est un instrument vivant. Et, hein, c'est un outil animé aussi, hein, selon les traductions. Donc la plupart des esclaves, j'ai dit, sont des prises de guerre, souvent issus de peuples barbares voisins des Grecs. Je pourrais citer les Thraces, les Scythes ou des Anatoliens. Alors, l'esclave peut être affranchi, donc libéré par son maître. Certains arrivent à accéder à la citoyenneté, mais bon, ça reste très très rare. J'ai dit que c'était plutôt au début de la démocratie. Ils ont un statut, hein, je parle des affranchis, mais qui ressemble un petit peu à celui des métèques. Alors, il y a des niveaux sociaux très très différents. Hein. Parfois, on a l'impression que les esclaves, ils sont tous dans des cages, affamés, fouettés. Bon, ça, c'est un peu un cliché. Certes, les esclaves, parfois, bah, vivent dans des conditions très très dures, on imagine. Hein, ils travaillent la terre, ils sont au fond des mines, certes, mais il y a aussi des esclaves qui ont un statut social élevé. Il y a des esclaves qui sont médecins, professeurs, il y a même des milices policières formées d'archers esclaves. Enfin voilà, il y a des statuts très très différents parmi les esclaves. Certains ont des rangs et des statuts très élevés. Donc voilà pour ce topo sur les exclus de la citoyenneté. Donc voilà, on va s'intéresser maintenant aux institutions de la démocratie. Alors je vais essayer de faire clair, on va dire, et court, parce que c'est parfois un petit peu complexe. Donc là, les documents sont relativement simples. Hein, voilà, j'aurais pu me mettre des documents plus complexes. Alors déjà, on voit sur ce plan, on va dire déjà l'organisation architecturale de la cité, donc avec l'acropole hein, qui domine la cité, donc hein, sous le regard des dieux de l'acropole, notamment Athéna. Alors, on parle d'abord de l'ailier, hein, donc la justice est rendue à l'ailier, on verra, hein, c'est un tribunal qui est chargé de juger les délits, et l'aréopage, alors on ne voit pas là dans le document en bas, mais c'est le tribunal suprême, on dira, chargé de juger les crimes de sang. Maintenant, aréopage, ça signifie un groupe de personnes compétentes. Bon, c'est un terme un peu soutenu, mais pour dire une assemblée de gens compétents. Alors, bon, l'agora, ça on l'avait déjà dit, hein, c'est la grande place centrale de la cité. Et je ne vais pas trop m'intéresser au temple, hein, c'est pas l'objet, mais à voir que la grande assemblée, donc ce qu'on appelle l'ecclésia, siège donc à ciel ouvert littéralement, dans une colline qui s'appelle l'Apnix. Pareil, hein, l'Aréopage, hein, c'est le nom d'une colline, du nom d'Arès, le dieu de la guerre. Donc voilà pour, on va dire, l'organisation dans la cité. Alors, on revient là aux institutions. Alors, on avait bien compris qu'il y avait 40 000 citoyens, donc on est là à peu près au 5e, 4e siècle. Et en fait, tous les citoyens sont membres de droit de l'Ecclésia. Alors, assemblée et eux. Bon, bref. Donc, l'Ecclésia, ça signifie assemblée. Ce qui a donné, d'ailleurs, plus tard, le mot église. Le C s'est transformé en G. En fait, l'église, c'est littéralement l'assemblée des croyants. Ce qui a donné aussi ecclésiastique. Un ecclésiastique, c'est un membre de l'église. Donc, littéralement, on peut imaginer, là, sur cette colline à ciel ouvert, on peut avoir des dizaines de milliers de citoyens. Alors, forcément, ils ne sont pas tous réunis en même moment, mais c'est une assemblée. Regarde, c'est une démocratie directe. Hein. Tous les citoyens sont membres de l'Ecclésia. Alors, l'Ecclésia a plusieurs rôles, hein, au-delà d'élire certains magistrats. C'est elle qui vote la guerre, qui vote aussi ce qu'on appelle l'ostracisme. Donc l'ostracisme, c'est le fait d'exiler pendant 10 ans quelqu'un, un Athénien, qui serait dangereux pour la cité, pour la démocratie. Donc c'est un exil dans une autre cité pendant 10 ans.
et c'est l'Ecclésia qui vote les lois. Bon. Donc, on va dire, c'est l'équivalent un peu d'une assemblée nationale. Alors, à voir que, après je rentrerai dans les détails un peu plus, un petit peu plus pointus, mais l'Ecclésia, enfin parmi les membres de l'Ecclésia, alors je fais simple, hein, je donnerai des détails plus tard après, on élit, enfin pardon, on tire au sort hein, les 6000 juges de l'Élié. Donc j'avais dit c'est le tribunal des délits. Bon, on dirait le tribunal correctionnel. Donc ils sont tirés au sort. Il y a des jetons comme ça, il y a des petits jetons en argile, et on tirait au sort dans une amphore le nom, et puis bah, on devait aller au tribunal. Un peu comme maintenant on tire au sort les jurés d'assises. Alors à voir aussi qu'on tire au sort la boulée, donc la boulée qui siège ici, c'est l'équivalent du Sénat. La boulée, ça veut dire un conseil, donc 500 citoyens, c'est eux qui rédigent, qui préparent les lois, qui ensuite est voté par l'Ecclésia. Bon. Alors, autre rôle aussi de l'Ecclésia, c'est d'élire 10 stratèges. Alors attention, les stratèges appartiennent forcément aux grandes familles aristocratiques. Donc déjà, c'est quand même un premier bémol, hein, c'est pas une démocratie, on dirait, totale, hein, c'est assez restrictif, parce qu'il faut appartenir aux plus grandes familles pour être élu stratège. Donc les stratèges, ils sont 10, ils sont élus pour un an, et c'est eux les vrais chefs de la cité, donc au niveau politique et militaire. Ce qui a donné maintenant un stratège, hein, quand on dit un stratège, c'est un général. Donc il commande l'armée, hein, notamment. Donc voilà pour les grandes institutions. Alors il y a d'autres institutions comme les archontes, qui est une institution un peu ancienne, donc qui du temps de la démocratie a moins de pouvoir, qui contrôle, on va dire, les cérémonies religieuses. Bon voilà pour voilà, les grands ensembles, donc on est surtout ecclésia, boulé, stratège, ailier, hein, voilà, ça c'est clair là-dessus. Alors, pour revenir à des détails un peu plus pointus, alors je vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, c'est plutôt du niveau universitaire, mais Clisthène a réorganisé totalement la cité. Alors vous voyez déjà le génie des Grecs, hein, ils étaient quand même très forts. C'est qu'en fait, ils ont essayé de faire des subdivisions, et en fait de réunir des subdivisions. Alors vous voyez, là on voit dans 3 secteurs, c'est-à-dire chaque tribu, en fait, on va partir de la tribu, là, c'est plus simple à comprendre. Une tribu, c'est un groupe de population qui appartiennent en fait à 3 types de quartiers, on dira ceux de la côte, donc le littoral, ceux de l'intérieur des terres, donc plutôt rural, et ceux de la ville. Alors, vous voyez, par exemple, je vais prendre la... Alors, à chaque fois, il portait le nom d'un héros athénien. Donc, je vais prendre par exemple la numéro 1. Vous voyez, la tribu numéro 1. Donc, la tribu, c'est elle qui... c'est dans la tribu qu'on élit... enfin, ils avaient un rôle administratif, ils géraient l'armée, ils géraient le recrutement. Donc, on va dire c'est un peu une circonscription, on dirait. Bon, bah, vous voyez par exemple que la numéro 1, là, vous voyez en chiffre romain numéro 1, bah, il y a une tribu ici, là, vous voyez, qui est à Athènes même, une tribu ici qui est sur la côte, et une tribu ici qui est à l'intérieur des terres. Enfin, c'est pas une tribu, ce qu'on appelle une triti. Bon, c'est un petit peu complexe vu comme ça, un dème, triti, tribu, je vais pas trop vous embêter avec ça, mais imaginez que voilà, qu'il y aurait une circonscription voilà, de gens qui vivent pas de la même façon. Hein. On aurait un paysan, un artisan et un pêcheur. Quoi. Donc c'est une manière en fait d'intéresser tout le monde et de faire en sorte que les tribus parlent au nom de tout le monde. Vous voyez, la tribu va pas défendre que les intérêts des gens de la cité. C'est un système assez intéressant. Là. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde moderne. Hein. Mais voilà, je vais pas vous embêter avec les dèmes et les tribus, parce que voilà, chaque dème, en fait, n'a pas le même nombre d'habitants. Et vous voyez, les dèmes, c'est là où on a les représentants de la boulée. Vous voyez, il y avait 500 bouleutes, et si on compte bien, il y en a 500. Mais évidemment, là, par exemple, c'est beaucoup plus peuplé. À Athènes, ils ont plus de bouleutes que dans les campagnes reculées. Bon, donc, vous voyez, chaque dème hein, a un nombre de bouleutes différents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque dème forme une tritie, et on réunit 3 trities, donc une de la côte, une de l'intérieur, une de la ville, pour former une tribu. Bon, c'est un peu complexe vu comme ça, je n'en ai pas de retenir, mais bon, comprenez, voilà, l'agencement hyper complexe mené par les réformes de Clisthène. Bon. Alors, pour le grand thème suivant, donc je vais accélérer un petit peu le mouvement, on a donc le troisième séance, hein, comment Athènes domine-t-elle un empire maritime, et comment on pourrait dire aussi, mais comment l'ambition d'Athènes va finalement mener à sa perte. Parce qu'on a vu qu'après les grandes victoires contre les Perses, Athènes a énormément de prestige, c'est devenu la plus grande cité de Grèce, la plus peuplée, la plus prestigieuse, la plus puissante, la plus riche. Et en fait, les Athéniens vont mettre en place
une alliance militaire. Donc ce qu'on voit là en rouge ici, donc l'Attique, Athènes, plus d'autres cités, donc je vous laisse regarder les noms, et les cités ioniennes, on avait dit, qui étaient les protégés d'Athènes. Donc ils vont fonder un système d'alliance, ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Alors Délos, c'est une île qui est dans les Cyclades, une petite île. Alors c'est dommage, elle n'est pas indiquée là, c'est un petit peu bête, mais bon, imaginez qu'elle est ici. Délos, c'est l'île natale d'Apollon. Et il y avait un sanctuaire commun à tous les Grecs. Donc ils ont choisi cette île, parce qu'elle était commune aux Grecs, et c'est là où ils vont mettre le trésor de l'Alliance. Bon, après ils vont le mettre à Athènes. Bref, alors, cette ligue, on pourrait dire la Ligue athénienne, l'Alliance athénienne s'appelle la Ligue de Délos, du nom de l'île. Et donc en fait, Athènes reçoit donc de l'argent, ce qu'on appelle un tribut, de la part de ses alliés, en échange de sa protection. Bon, c'est une forme de raquette, hein, vous me direz. Sauf qu'avec ce trésor, les Athéniens, et notamment Périclès, vont faire construire le Parthénon. Donc, le monument le plus célèbre d'Athènes a en fait été construit par l'argent donné par les alliés. Donc on peut imaginer qu'ils ne sont pas tellement contents. Alors, les Athéniens vont fonder un immense empire maritime. On avait vu, les Athéniens ont une flotte de guerre considérable, et ils vont installer donc dans les cités, qu'on voit là en rouge, là, hein, tous les territoires, des garnisons militaires, et surtout des colons. C'est-à-dire qu'Athènes est très peuplée, manque de place, et donc ils envoient des colons, des familles, ce qu'on appelle des clérouques, exploiter les terres agricoles, parce que je dis la cité manque de place. Sauf que on peut imaginer que les cités sont pas ravies, hein. Il y a des révoltes, notamment à Samos ici, il y a voilà, une révolte qui réprimait très très durement, l'île est ravagée. Donc les Athéniens s'imposent par la force, hein. Ils colonisent, on va dire, la mer Égée. Et donc ils vont établir ce qu'on appelle une thalassocratie. Donc thalassa, c'est la mer, hein, donc une thalassocratie, c'est un empire maritime, hein. C'est un État dont la puissance est fondée principalement sur la domination de la mer. Alors à force, en fait, on va dire, de s'imposer en mer Égée, les Athéniens vont commencer à avoir beaucoup d'ennemis. Alors j'ai dit qu'il y avait eu des révoltes qui avaient été matées par les Athéniens, et en fait tout ça va faire le jeu de Sparte, donc qui est l'autre grande cité grecque, qui elle-même va créer sa propre ligue, qu'on appelle la Ligue du Péloponnèse. Alors on voit, elle est beaucoup plus continentale, vous voyez, c'est le Péloponnèse, c'est la grande région ici. Il y a aussi la Béotie, Thèbes, c'est la troisième cité, on va dire, la plus puissante de Grèce, hein. Et aussi le royaume de Macédoine, dont on reparlera ensuite, hein, qui était à l'époque plutôt mineur. Donc voilà, les Spartiates profitent, on va dire, de l'hostilité envers l'impérialisme athénien. Et donc les cités, finalement, alors je vous ai parlé des détails, c'est très complexe, vont finir par se livrer une guerre très longue, bon, avec des périodes de trêve, hein, mais qui va durer près de 30 ans, de 431 à 404, ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse, alors qui est très bien connue, très étudiée dans les universités, parce qu'il y a un récit historique qui s'appelle la guerre du Péloponnèse, qui a été écrit par un Athénien, donc c'est l'un des pères de l'histoire, qui a rédigé un livre complet, extrêmement détaillé, de ces faits-là. Alors c'est intéressant parce que c'est une histoire très objective, hein, il parle pas des dieux, de mythologie, non, non. Alors autant Hérodote, il y avait parfois un petit peu des récits mythologiques, un peu de fables, lui Thucydide est très très sérieux. Alors c'est un Athénien, mais il montre le point de vue aussi, il montre un point de vue très objectif. Donc on peut considérer que c'est le premier historien dans le sens scientifique du terme. Hein, Thucydide est très important parce que objectif, neutre. Bon. Et donc c'est voilà la guerre la première guerre la mieux connue, on va dire, de son temps, aussi connue. Alors là aussi, je vous ai parlé des détails un petit peu complexes, mais à un moment, Sparte reçoit de l'argent des Perses, parce que les Perses ont évidemment envie un petit peu de se venger des Athéniens, et en fait, l'or perse va monter en fait les Grecs les uns contre les autres. Ils sont très habiles, hein, les Perses, et puis aussi beaucoup d'or. Donc ils vont financer les Spartiates, qui vont notamment s'équiper d'une bonne flotte de guerre, ils vont financer aussi des mercenaires, et tout ça, ça va finalement peser, parce que Athènes finit par être assiégée par les Spartiates, tandis qu'une épidémie, alors on pense de peste, enfin en tout cas une épidémie va ravager la cité, à tel point que Périclès, donc le stratège dont j'ai déjà parlé, meurt de la peste, donc Athènes est finie par être prise, et vaincu en 404, sachant que la défaite finale, c'est à Aigos-Potamos, ici, là, au nord de l'Anatolie. Les Spartiates, de manière un petit peu habile, on dira, vont brûler la flotte athénienne. Ils vont même pas s'embêter à faire une bataille navale, ils vont brûler les navires athéniens, hein, la nuit. Bon bref, donc en tout cas, ça termine mal pour les Athéniens.
la guerre du Péloponnèse, bah, c'est une défaite très grave pour Athènes. Alors, j'enchaîne donc sur la suite, parce que bah, beaucoup d'Athéniens considèrent en fait que le régime de la démocratie est responsable de la défaite, parce que l'Ecclésia a voté la guerre, la foule a peut-être été mal conseillée, hein, y avait des démagogues. Bon, Périclès a aussi pesé de tout son poids pour mener les Athéniens à la guerre, et donc on considère que la démocratie bah, est responsable de la défaite. Et donc pendant quelques années, il y a de nouveau un régime oligarchique, donc on dirait voilà la classe dominante, l'aristocratie reprend un petit peu les rênes du pouvoir. Alors, la démocratie est finalement restaurée, hein, mais il y a un gros problème qui se pose à Athènes, c'est la baisse du nombre de citoyens. Il y a eu beaucoup de pertes humaines, beaucoup de morts, et comme le titre de citoyen est réservé par la naissance, eh ben, il manque de citoyens. Et s'il manque de citoyens, ben, il manque de soldats, il manque d'hoplites. Et donc la cité doit faire appel à des mercenaires, et ce qui vide les caisses de l'État. Et par ailleurs, les citoyens se désintéressent de plus en plus de la vie politique, hein. On le voit à travers les comédies de théâtre, etc. Ils préfèrent, on va dire, ripailler, hein, aller au théâtre, boire, manger, vivre leur vie, que plutôt d'aller s'embêter à l'ecclésia. Alors, deuxième problème aussi, pour les Grecs en général, c'est l'essor du royaume de Macédoine. Alors, je vais faire très court là-dessus, c'est pas le sujet, mais il faut quand même en parler, parce qu'on parle bien hein, du monde grec en général dans ce chapitre, et pas que d'Athènes. C'est qu'au milieu du IVe siècle, la Macédoine, qui est un royaume un petit peu mineur, un petit peu en marge, va devenir un immense royaume très puissant, avec un roi très célèbre qui s'appelle Philippe II, donc qui est le père d'Alexandre le Grand, qui va réformer l'armée macédonienne, qui va repousser la menace des barbares du Nord, et ensuite, étape par étape, bah, il va dominer l'ensemble de la Grèce, notamment d'abord la Thessalie, ensuite il va battre les Thébains, ensuite il va battre les Athéniens, et donc finalement, bah, Philippe II va écraser en 338 les Athéniens et leurs alliés. Et donc Philippe, voilà, monte une immense armée. C'est un grand réformateur militaire. Mais les Grecs, et surtout, enfin, Philippe, ont toujours un objectif en tête, hein, bah, c'est d'éloigner la menace perse, parce que les Perses sont toujours là, ils sont toujours aux portes de la Grèce, ils menacent toujours l'Ionie. Il y a toujours quand même l'idée aussi, bon, c'est un peu de la propagande, mais de se venger des destructions qu'ont commis les Perses, notamment ils ont brûlé des temples à Athènes. Et donc certains Athéniens, notamment un philosophe qui s'appelle Isocrate, pensent qu'en fait que tous les Grecs doivent s'entendre et être dirigés par les Macédoniens pour battre les Perses. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au contraire, certains Athéniens qui sont tout à fait contre Philippe, qui considèrent que c'est un barbare et qui menace la liberté des Grecs, notamment on retiendra un homme politique grec très connu, ou athénien, qui s'appelle Démosthène, qui a écrit 4 discours très violents contre Philippe, ce qu'on appelle des philippiques. Maintenant, c'est un terme soutenu pour dire un discours violent, un discours polémique contre une personne. Hein, lancer une philippique, c'est voilà, lancer les hostilités par un discours. Donc ça vient du terme du mot Philippe. Donc Démosthène, lui, était très très anti-macédonien. Alors, pour revenir à la suite, c'est que en 336, Philippe donc s'apprête à mener la guerre contre les Perses, sauf qu'il est assassiné. Bon, je ne vous ai pas parlé des détails, mais il est assassiné par son propre garde du corps, on imagine qu'il y a un complot derrière, et son fils, qui a 20 ans, qui s'appelle Alexandre, bah, lui succède. Et donc Alexandre va reprendre le flambeau, il va débarquer en Asie mineure, battre les Perses, mais il ne va pas s'arrêter là, il ne va pas simplement conquérir l'Asie mineure, il va lancer la conquête de l'ensemble de l'Empire perse. Donc là aussi, je vais faire très très court, j'ai consacré les 3/4 de mes vidéos sur ma chaîne à Alexandre le Grand, mais en tout cas, voilà, avec l'armée macédonienne et les alliés grecs, les Macédoniens, emmenés par Alexandre, battent successivement, on voit les batailles, hein, notamment Isos et Gogamel, l'armée perse, il avance jusqu'en Égypte, il est proclamé pharaon, il entre à Babylone, Darius finit, donc c'est le roi perse, finit par être assassiné, et Alexandre devient roi d'Asie, hein, et marche jusqu'aux portes de l'Inde, hein, où il finit par arrêter sa marche, hein, son armée finit par en avoir assez et vouloir revenir. Sauf qu'il n'a pas le temps de profiter de ses conquêtes, hein. Alexandre le Grand meurt à l'âge de 33 ans, hein, en 323. Alors, ce qui est décisif dans l'histoire, et c'est vraiment là
un des plus grands moments de l'histoire, c'est que en fait, les Grecs se retrouvent implantés en Asie. Les Grecs ont longtemps été focalisés plutôt en Méditerranée occidentale, là ils vont s'étendre considérablement, fonder des colonies, fonder des cités. Bon, la plus connue c'est Alexandrie d'Égypte, mais on voit qu'il y a d'autres cités qui ont été fondées. Et donc on retrouve des colonies grecques jusqu'au fin fond de l'Asie, hein, en Iran actuel, au Pakistan, au Tadjikistan, etc. Donc ils vont aller très très loin, repousser les limites du monde grec. On dira hein, que grâce à Alexandre, c'est l'expansion de l'hellénisme. Hein, ce qu'on appelle l'hellénisme, hein, c'est le terme qui désigne la culture et la langue grecque, hein, sachant que les Grecs, on les appelle les Hellènes. Vous voyez la mosaïque d'Alexandre à Pompéi, donc très très célèbre, hein, évidemment, c'est une reproduction d'un tableau qui a été fait par les Romains, évidemment trouvé dans les ruines de Pompéi, et on voit donc Alexandre lors d'une bataille contre le roi des Perses qui s'appelle Darius. Bon voilà, très très célèbre mosaïque, où on voit donc la fameuse armée macédonienne, hein, les phalanges avec des grandes piques, ainsi que leur cavalerie contre Darius qui fuit le champ de bataille. Alors pour revenir à Athènes, c'est que après la mort d'Alexandre en 323, les Athéniens et leurs alliés pensent que c'est le bon moment pour se révolter contre les Macédoniens, parce qu'Alexandre n'a pas de successeur, son épouse est encore enceinte, voilà, donc il n'y a pas de successeur désigné, sauf que la cité est vaincue par les Macédoniens. Et donc là, la démocratie est définitivement abolie en 322. En clair, seuls les citoyens riches peuvent participer à la vie politique. Donc finalement, l'impérialisme athénien va causer sa perte. C'est une bonne leçon qu'on pourrait tirer, mais c'est que euh, l'impérialisme peut mener à la chute de la démocratie. Alors, à voir que, bon, après la mort d'Alexandre, hein, ses principaux généraux vont se disputer son immense empire. Donc on aura un royaume en Macédoine, on aura un royaume en Égypte, on aura un royaume en Asie, donc on dirait Babylonie, Syrie. Donc ça va fonder plusieurs dynasties, dont la plus connue, c'est la dynastie des Ptolémées, qui va régner en Égypte avec la dernière reine, hein, la très connue Cléopâtre, qui est donc une descendante d'un général d'Alexandre. Bon, je vous renvoie à mes vidéos sur ce thème si ça vous intéresse. Alors, pour terminer, je vais faire un rapide topo en conclusion sur les Athéniens célèbres de la période classique. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a que des hommes. Bon, c'était une société, on dirait, très, très patriarcale, il faut être clair là-dessus. Alors, tout petit topo rapide, hein, donc on avait parlé de Solon. Alors lui, c'est un réformateur, c'est un homme d'État, et c'est lui, alors il est aussi poète, et il est considéré comme celui qui a instauré les premières réformes démocratiques. Alors il vient d'un régime, enfin d'une famille aristocratique, mais il a fait beaucoup de voyages, et notamment en Égypte, et la légende dit qu'en fait, c'est en Égypte qui s'est inspiré de ce qui deviendra les assemblées. Bon, en tout cas, il a beaucoup voyagé, il a apporté des idées nouvelles. Hein, on est là au 6e siècle avant notre ère, hein, il est mort en 558. Il a apporté les premières bases, on va dire les premières pierres de la démocratie. Alors ensuite, on a Clisthène. Alors là, c'est une sculpture qui n'est pas de l'Antiquité, c'est une sculpture moderne. Le reste, ce sont des sculptures modernes, alors antiques, mais parfois c'est des copies romaines, hein, mais d'origine grecque. Mais là, bon, Clisthène, on voit bien, hein, c'est une statue moderne, il n'y a pas de statue de lui. Alors lui, Clisthène vient aussi d'un milieu aristocratique, c'est un réformateur. Hein, il est mort en 492, et c'est lui qui va poser les fondements de la démocratie, hein, notamment le système de vote des stratèges, la boulée, l'ecclésia, les tribus dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est le grand réformateur, celui qui a mis fin, on va dire, à la tyrannie. Bon. Alors ensuite, on a Thémistocle. Alors lui, j'en ai pas parlé. Thémistocle, c'est un homme d'État et stratège athénien, il est plutôt proche du petit peuple, on dira, et c'est lui qui va mener la victoire navale de Salamine. Donc c'est grâce à lui que les Grecs l'emportent à la Deuxième Guerre médique. En fait, c'est lui qui va ordonner la construction de centaines de bateaux. Alors, c'est intéressant, il y a une petite anecdote, c'est parce que les Athéniens voulaient pas froisser les Perses, ils voulaient pas que les Perses pensent qu'ils montent une flotte de guerre contre eux. Et donc Thémistocle, en fait, il a inventé un danger. Il a dit qu'il y avait une cité qui s'appelle Égine menaçait les Athéniens, et donc il a poussé les Athéniens à construire une flotte. Mais en fait, il savait très bien que cette flotte servirait plus tard contre les Perses. Donc bref, c'est lui le grand amiral, on va dire le grand général à Salamine. Alors ensuite, on a Périclès, dont on a déjà bien parlé. Alors lui aussi vient d'un milieu très aristocratique, c'est un stratège, un grand orateur, homme d'État athénien. Alors il a fait évidemment beaucoup pour la démocratie, notamment en intéressant les plus pauvres au système démocratique, hein, en offrant une indemnité. Sauf que c'est lui qui va lancer
la guerre du Péloponnèse. Bon, c'est lui aussi qui a fait détourner le trésor de l'île de Délos, donc finalement, ben, il va le payer, hein, parce que ben, Athènes sera vaincue et il mourra de la peste pendant le siège de la cité. Alors, à la même époque, il y a un grand personnage aussi, peut-être moins connu, mais qui est très en couleur, qui s'appelle Alcibiade, alors, qui est un jeune et beau jeune homme de l'aristocratie, qui, alors, c'est intéressant parce qu'il a changé de camp plein de fois. Un coup, il est avec les Athéniens, un coup avec les Spartiates, un coup avec les Perses. C'est intéressant parce que voilà, il est très connu pour ça, parce que ben, il a tourné sa veste en fonction des événements. C'est un grand général, grand homme politique, mais il a voilà, changé de camp, et c'est dans l'Antiquité ce qui fait toute la complexité, c'est que les gens changent de bord assez facilement. Alors, dans un autre style, on a Socrate. Alors lui, c'est un philosophe, il s'intéressait beaucoup à la morale, c'était un peu un rebelle, voilà, il était contre, on va dire, la bien-pensance, il était, voilà, c'était plutôt quelqu'un de, voilà, je vous dis d'un peu rebelle, qui était contre l'aristocratie, et à force, bah, il va embêter les dirigeants, hein, et bah, il sera condamné à mort. Hein, alors, soi-disant parce qu'il a détourné la jeunesse, hein, de la bonne morale. Alors, il est condamné à mort en buvant un poison, en buvant la ciguë. Alors, il est connu parce qu'il a été justement le maître de Platon. Alors, Socrate est très très influent, il a même une certaine influence dans l'histoire du christianisme plus tard. Il y a des points communs entre le Christ et Socrate. Socrate n'a laissé aucun écrit. Donc tout ce qu'on connaît de Socrate, c'est par Platon. Donc Platon, lui, c'est son élève. Alors il vient d'un milieu plutôt aristocratique. Il s'est beaucoup intéressé à la morale, à la politique, à travers des dialogues. Sauf que lui, il est contre la démocratie totale. Donc il considère que la démocratie peut amener à trop flatter la foule. Donc il se méfie de la démagogie. Donc c'est plutôt un aristocrate, et il a énormément d'influence aussi dans l'histoire occidentale, hein, ce qu'on appelle le platonicisme. Alors, on a ensuite Euripide. Alors lui, c'est un auteur de théâtre, de la tragédie, donc on pourrait citer d'autres comme Échille et Sophocle, qui est plutôt aussi proche du peuple. Il se ressemble un petit peu à Socrate aussi. Et voilà, il est plutôt en sympathie avec les victimes de la société, notamment les femmes. Donc c'est quand même assez moderne pour l'époque, sachant qu'il y a aussi un autre auteur de théâtre dont on pourrait parler, de comédie, c'est Aristophane. Alors ensuite, on a Xénophon. Alors lui, c'est un historien, mais c'est aussi un philosophe et un chef militaire. Il a mené des troupes mercenaires grecques en Perse. Bon, je n'ai pas les détails, mais on est là vers... hein, il est mort en 355, il a mené des mercenaires grecs, et donc il connaît bien le monde perse. Et il va écrire beaucoup sur l'histoire athénienne, donc c'est grâce à lui notamment qu'on connaît très bien le fonctionnement des institutions, et c'est lui d'ailleurs qui va euh, inventer le mot qui donnera l'économie. Il a écrit un livre qui s'appelle L'économique, la gestion du foyer, on pourrait dire littéralement, et donc le mot a été forgé, l'économie, grâce à Xénophon. Alors, le dernier dont on a parlé, c'est Démosthène. Donc là, on est au milieu du IVe siècle avant notre ère. Donc c'est un orateur, homme politique, qui a écrit des discours très très célèbres, voilà, qui a énormément influencé l'art oratoire. Et lui, il est très très anti-macédonien, il est vraiment très contre Philippe. Mais il va embarquer Athènes dans des mauvaises affaires, parce que bah, Athènes elle va être finalement vaincue par les Macédoniens, et il finira jugé pour corruption, et il finira sa vie en exil, ou suicidé, je ne sais plus, à vérifier. Voilà, bon, je voulais vous faire un petit topo sur les grands Athéniens de l'époque. Bah voilà, bah j'ai terminé là-dessus ce chapitre, cette première grande partie consacrée à Athènes et au monde grec, et on verra dans un deuxième temps plus tard la République et l'Empire romain. Vaste sujet également. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt.